Le dossier du jour concerne le thème « Je me souviens » dans la ville de Nantes et son histoire extraordinaire. Aujourd'hui, nous ferons un voyage dans le temps à travers sa traite négrière, la Première puis la Seconde Guerre mondiale. Nos envoyés spéciaux se sont rendus sur les lieux historiques de Nantes, tels que le château des Ducs de Bretagne, le mémorial de l'esclavage et les archives départementales. Autant d'endroits symboliques de l'identité nantaise. Avant de laisser la parole à nos reporters, revenons sur la définition de l'extraordinaire. De l'événement imprévisible au surnaturel et au fantastique, l'extraordinaire, c'est aussi ce qui étonne, ce qui choque, ce qui n'était pas prévu. Nous partons dès à présent retrouver nos journalistes. Retour au XVIIe siècle. Bonjour à tous, me voilà actuellement en direct de Nantes, la 6e ville la plus habitée de France, puisqu'elle compte aujourd'hui plus de 300 000 habitants. Située en Loire-Atlantique, la ville de Nantes est fortement marquée par son histoire, et notamment celle de l'époque de la fin du XVIIe siècle au XIXe siècle, période de la traite négrière, pendant laquelle la ville de Nantes fut un acteur majeur. Aujourd'hui, ce passé de la ville de Nantes demeure omniprésent à travers plusieurs lieux relatant cette époque. Et pour retracer ensemble cet événement historique, je vous invite dans un premier temps à découvrir un des lieux phares évoquant l'histoire de la traite négrière à Nantes, le château des Ducs de Bretagne. Ce château abrite le musée d'histoire urbaine dont une partie se consacre pleinement à l'histoire du commerce triangulaire et à la traite négrière. La traite négrière est à l'origine de la déportation, à la toute fin du XVIIe siècle, de plus de 500 000 esclaves noirs africains vers les colonies françaises. Avec ses 1744 expéditions négrières depuis la fin du XVIIe siècle, Nantes se place comme le premier port négrier au début du XVIIIe siècle. Mais qu'est-ce que le commerce triangulaire? Je vous invite à le découvrir en images grâce à l'explication de notre historienne experte en la matière, Victoria Custodio. Le commerce triangulaire se répartit sur 3 zones du globe, l'Europe, l'Afrique et les Amériques. Les navires négriers au départ de l'Europe sont chargés de marchandises telles que des armes, des textiles et des vins, qui une fois en Afrique seront échangés contre des esclaves noirs. Ces esclaves noirs seront ensuite acheminés vers les Amériques dans le but d'être échangés contre du cacao, du sucre, du tabac ou encore de l'or, mais également à servir de main-d'œuvre dans les colonies. Nantes se lance donc dans ce commerce en 1707. Les armateurs, c'est-à-dire ceux qui armaient et finançaient les navires négriers, trouvaient ce commerce plus rentable que le commerce en droiture, qui consistait à effectuer la navette entre l'Europe et les Amériques. La France, ayant subi différentes guerres qui ont compromis l'économie du pays et les échanges commerciaux, ainsi qu'une recrudescence du besoin de main-d'œuvre dans les colonies, saisirent l'opportunité de participer à cette traite et ont donc impliqué l'Afrique dans leur périple commercial. L'un des précurseurs de l'implication de Nantes dans le commerce triangulaire est Gratien Libaud, qui fut l'un des premiers marchands à commercer avec les Antilles. Ils échangeaient des esclaves contre du tabac. Il fut également le premier armateur des navires négriers, dont le premier parti en expédition fut le Notre-Dame en 1657. Il a également été maire de Nantes de 1671 à 1673. Suite à sa nomination, 10 expéditions seront organisées en 10 ans, de 1688 à 1698. Maintenant que nous avons découvert brièvement l'histoire de Nantes et de la traite négrière, dirigeons-nous désormais vers un lieu de commémoration inauguré le 25 mars 2012, soit 164 ans après l'abolition de l'esclavage. Abolition que l'on doit à Victor Schœlcher, rédacteur du décret de l'abolition de l'esclavage du 27 avril 1948. Ce lieu vous est présenté par Marine Burban, adjointe au service de la culture et des sports à la mairie de Nantes. Le parcours commémoratif. Sur les quais de la Loire se trouve une promenade de 7000 m² où sont réparties 2000 plaques de verre. 1710 plaques ont un nom de navire ou une date. Les 290 autres plaques sont des lieux en lien avec la traite négrière. Le mémorial de l'abolition de l'esclavage a été créé pour se rappeler du passé négrier de la ville de Nantes. Ce lieu de visite et de réflexion est situé dans l'un des principaux ports négriers de France de l'époque, Nantes. En descendant les marches du mémorial, les passants sont accueillis par la Déclaration universelle des droits de l'homme et par le mot « liberté » écrit en 50 langues différentes. Le mémorial s'étend sur 90 m² où sont présentés sur un mur des textes de loi, des chants et des témoignages. Ce mémorial a été construit de telle sorte qu'il ressemble à un entrepont de navires négriers, rappelant donc une cale de bateau.
Ces lieux que nous avons découverts ensemble au travers de ce reportage nourrissent la mémoire historique et nationale, permettant de se souvenir et de transmettre aux générations futures les leçons que nous tirons de ce type d'événements. Alors souvenez-vous de ne pas oublier. Lorsque nous étions aux archives de Nantes, Romain et moi avons eu l'opportunité d'étudier les registres de matricule, d'après le thème « Nos 702 héros de la Première Guerre mondiale ». Matricule 3090, du nom de Louis David, né le 23 septembre 1876 à Saint-Nazaire. Il a par la suite été chauffeur avant de rentrer à l'armée. Roux, aux yeux bleus, son visage était brutal avec un nez morfond et une bouche morphène. Louis David mesurait 1,62 m. Sa fiche de matricule fut écrite à ses 19 ans en 1895. Du 28 juillet 1901 au 1er août 1915, il fait partie de l'armée réserviste où il s'est engagé en 1918 dans la marine à Saint-Nazaire. Il y est resté jusqu'en 1919. Louis David est décédé en 1920 à l'âge de 44 ans suite à une maladie due au gaz de bombardement. Il s'appelle Hippolyte Jean-Marie Rousseau, matricule 1799. Il est né le 17 novembre 1893 à Saint-Nicolas. Il exerce le métier de manœuvre. Cheveux noirs, yeux bleus, front large vertical, nez convexe, visage rond et 1,63 m. Incorporé le 19 septembre 1914. Soldat de 2e classe. Campagne, Algérie, du 4 juillet 1922 au 4 novembre 1922. Maroc, du 5 novembre 1922 au 5 novembre 1923. Maroc, du 19 août 1924 au 19 juin 1925. Voici ses détails de service et ses mutations diverses. C'est un déserteur du 1er bataillon le 18 novembre 1915, à nouveau déserteur du 1er bataillon le 4 janvier 1916, port illégal d'uniforme et de décoration et vol simple, exclu de l'armée et remis à l'autorité civile le 26 février 1916, engagé volontaire pour 5 ans sous le nom de Villiers-Georges en se disant de nationalité suisse, régularisation de son véritable état civil. Manque à l'appel le matin le 18 juin 1925, déclaré déserteur le 30 juin 1925. En jugement pour vol, condamné par le tribunal de première instance de Casablanca, mutilation volontaire pendant son séjour au pénitencier militaire, réformé définitivement pour invalidité de 10%, non imputable par la commission de réforme de La Roche-sur-Yon du 7 septembre 1931. Exclu de l'armée et mis à disposition de Monsieur le ministre des Colonies le 10 septembre 1932. Manuela Alvarez et Victorine Fauché, les fusillés de Nantes. Le 14 mars à 18 h, Victorine et Manuela les fusillés de Nantes. 6 mai 1918, 6 h du matin, à Nantes. 2 femmes tombent sous les balles d'un peloton d'exécution. Quelques mois plus tôt, le Conseil de guerre de la 11e région militaire les a condamnées à mort pour intelligence avec l'ennemi. La sévérité des juges de Nantes ne vise-t-elle que des espionnes? Manuela Alvarez et Victorine Fauché sont aussi des femmes libres et circonstances aggravantes, libertaires. Jean Bourgeon, historien et écrivain. Après la déclaration de guerre d'août 1914, les artilleurs et les fantassins assurent leurs instructions avant de rejoindre le front. Mais le champ de tir du Bel restera marqué durant la Première Guerre mondiale, par l'exécution de 2 femmes, Manuela Alvarez et Victorine Fauché. Elles sont tombées mortes le matin, à 6 h précises, sous le feu de 2 piquets, l'un du 50e régiment d'artillerie et l'autre du 90e régiment d'artillerie. Ces 2 femmes sont condamnées pour espionnage et fusillées le 6 mai 1918. Elles ont fortement impressionné toutes les personnes présentes lors de leur exécution par leur courage. C'est le médecin Pichat qui a constaté leur décès.
Debout, femmes françaises, jeunes enfants, filles et filles de la patrie. Remplacez sur le champ de travail ceux qui sont sur le champ de bataille. Préparez-vous à leur montrer demain la terre cultivée, les récoltes rentrées, les champs ensemencés. Il n'y a pas dans ces heures graves de labeur infime. Tout est grand qui sert le pays. Debout, à l'action, à l'œuvre. Et pour finir, notre périple s'achève en 39-45. Bonjour, nous sommes en direct du musée de la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes en présence de la directrice, Madame Albert Antinéa. Je vous laisse nous présenter votre musée. Oui, alors écoutez, je vous invite tout de suite à faire une petite présentation de ce qu'on peut voir dans notre musée. Bonjour, alors moi je vais vous présenter l'histoire des 21 justes. Un juste des nations désigne toute personne non juive ayant manifesté une relation amicale ou positive envers les juifs. Le mémorial Yad Vashem situé à Jérusalem décerne le titre de juste des nations aux non-juifs qui pendant la Seconde Guerre mondiale et la Shoah ont aidé des juifs en péril au risque de leur propre vie. Donc, le mémorial Yad Vashem a décerné le titre aux 21 justes de Nantes, donc, comme vous pouvez le voir sur le tableau. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous parler de Nantes sous l'occupation. Nantes est occupée par l'armée allemande à partir du 19 juin 1940 et les autorités allemandes d'occupation garantissent la sécurité des troupes. Le port et les gares sont immédiatement occupés. À Nantes et dans les environs, il y a environ 45 000 prisonniers de guerre français qui ont été internés dans différents camps jusqu'à leur transfert vers l'Allemagne en juin 1941. Le couvre-feu est instauré de 21h à 5h du matin et des amendes de plusieurs millions de francs sont imposées à la ville. Donc, nous avons fait des recherches justement, on a retrouvé des archives. Donc on a trouvé des tickets de rationnement qui datent de 1941. Ensuite une photographie des bombardements avec l'Organisation de la Sûreté publique de 1943. Et également un article, un morceau de journal. Donc, dans le musée, je suis en charge des recherches et à la RAF du 15 juillet 1942. À la veille de la RAF du Vélodrome d'hiver à Paris, une RAF a été réalisée dans le département de Loire-Inférieure. Donc pour ce département, au total, 90 personnes juives ont été arrêtées, 28 dans l'arrondissement de Nantes, 4 dans celui de Châteaubriand et 66 dans le département de Saint-Nazaire. Donc, comme vous pouvez voir ici, on a fait des recherches on a trouvé donc des fichiers des déportés de la RAF et des lettres qui correspondaient aux personnes qui voulaient faire des recherches sur les personnes déportées. Bonjour, donc moi je me charge du procès 42 qui a eu lieu du 15 janvier 1943 au 28 janvier 1943. Donc tout a débuté de décembre 41 à juillet 42 avec près de 12 actions qui ont été menées à bien proche de Rezé, donc dont 5 sabotages qui ont eu lieu en avril. À la suite de cela, une décision de vague d'arrestation a été entreprise envers les personnes pouvant appartenir au Parti communiste. Il y a eu donc 45 inculpés comme on peut voir, 36 personnes condamnées à mort, 3 condamnations à la prison, 3 qui ont été acquittées et sur ces 3 acquittés, dont 2 ont été déportés. Donc grâce à cela, j'ai pu récupérer des flyers dans les archives de Nantes qui démontrent donc les actions qui ont été menées par le Parti communiste et bien sûr des articles de journaux parlant du procès des 42. Le numéro du jour se termine. Merci à vous pour votre présence sur notre chaîne. Merci à tous les interlocuteurs rencontrés lors de ce voyage dans le temps, sans qui tout cela n'aurait pas pu être possible. À bientôt pour une nouvelle aventure.
freedom. Oh, freedom. Oh, freedom over me. And before I be a slave, I'll be buried in my grave and go home to my Lord and be free.